Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va aborder un sujet SIRH digital. On a intitulé ce webinaire « Est-ce la fin du core HR tel qu'on le connaît ?» Et pour m'accompagner ce matin, je reçois Mohamed et Damien. Salut Mohamed, je te laisse te présenter. Salut Christophe, donc je suis Mohamed Zagou, directeur du Product Marketing chez Cegid. Et merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Et Damien. Donc, Damien Legge, salut, bonjour à tous. Damien Legge, je suis directeur associé au sein du cabinet Conviction RH et j'interviens effectivement sur des projets SIRH et notamment Core RH maintenant depuis une dizaine d'années. Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, le core HR, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. On sait que les SIRH se sont pas mal complexifiés au fil des années. On n'a pas toujours des schémas directeurs, j'allais dire même très cohérents ou très stables dans les entreprises. Et donc, petit à petit, le core HR a suivi une trajectoire un peu différente de ses origines. On va commencer par ça, un petit peu d'histoire, l'évolution du core HR. Mohamed, est-ce que tu peux peut-être nous redéfinir ce que c'est ? Alors, le core HR, je vais essayer de le faire assez simplement, c'est une sorte de répertoire de données collaborateurs qui vont alimenter certains systèmes d'information RH. Pour faire un peu d'historique, dans des situations où on est sur un seul pays, on va parler juste essentiellement du marché français, historiquement, la gestion de la paye a joué le rôle de core HR, donc avec la gestion administrative des données collaborateurs. Donc, on va dire, de manière générale, ça a souvent été la paye qui jouait le rôle de core HR. Mais avec le temps, les entreprises sont un peu complexifiées. Elles ont présenté une volonté de s'automatiser beaucoup plus d'un point de vue RH. Donc, on a vu une expansion fonctionnelle beaucoup plus large et donc le besoin de gestion de données beaucoup plus complexe. Et en plus de la complexification de l'équipement, il y a eu la complexification de la structure organisationnelle, donc parfois de l'internationalisation, des populations plus grandes, etc. Donc, on va dire la naissance du core HR et sa démocratisation, entre guillemets, s'est faite avec la croissance des entreprises, leur complexification des écosystèmes et aussi de leur structure organisationnelle, leurs opérations. Donc, le core HR, bac de données qui alimente les systèmes d'information et qui s'est complexifié avec le temps, en même temps et en parallèle des entreprises. Damien, c'est quoi les risques pour les entreprises qui ne parviendraient pas à clarifier justement cette architecture de données en relation avec le core HR ? Alors, les risques, c'est surtout effectivement de définir bien cette architecture, parce que il y a différentes typologies de core HR et on peut avoir différents projets de core RH. Et je pense que c'est ça, c'est de se dire quels sont mes enjeux. Et là, je veux répondre en priorité finalement, parce qu'effectivement, Mohamed a évoqué l'entrepôt de données. Mais le core RH, si on va au bout, et si on se dit c'est le core RH dans son entièreté tel que le terme a été créé, c'est les référentiels, les données et les processus de gestion du cycle de vie collaborateur. Et finalement, aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que vraiment on veut pouvoir gérer... T'as ton son qui est un peu haché, Damien. Je ne sais pas si toi aussi, Mohamed... Ouais, ça bug un peu, ouais. Ça bug, ouais. Non. Tu es robotisé, en fait. Les bons aléas du direct. Tu peux peut-être prendre le relais, Mohamed. Vous m'entendez ? Ah, là, ça marche mieux. Ok. Donc, ce que je disais, c'est que la priorité, effectivement, c'est de se dire à quels enjeux on veut répondre, finalement, à quels enjeux RH, IT et business on veut répondre. Est-ce qu'effectivement, on veut focaliser sur du reporting et de la centralisation de données ? Est-ce qu'on veut, à un moment donné, finalement, décentraliser la gestion administrative de la fonction RH vers d'autres acteurs et je dirais des gestionnaires administratifs vers d'autres acteurs, que ce soit les RRH, que ce soit les responsables recrutement ou que ce soit les managers et les collaborateurs. Est-ce qu'on veut effectivement pouvoir piloter ma masse salariale, projeter mon organisation, modéliser mon organisation? Donc, tout va dépendre finalement des enjeux qu'il y a derrière et du coup, quelle typologie de core RH on veut mettre en place. Donc, il y a vraiment de forts enjeux derrière pour se poser la question de quelle typologie de core RH et donc quelle typologie d'architecture. Parce qu'effectivement, le core RH a vocation à quand même être un module central qui va alimenter ou être alimenté par d'autres solutions.
et qui doit donc du coup bien être interfacé. Donc ces choix sont assez clés pour bien cadrer le projet et se rendre compte de la complexité que l'on veut mettre de la complexité de ce qu'on veut mettre en place. Voilà. Ok. On va passer justement à ces différents enjeux. On avait évoqué des enjeux business, IT et RH. Mohamed, c'est quoi les enjeux stratégiques qui sont liés à l'architecture de ce core HR et surtout en quoi ils vont influencer les enjeux stratégiques globaux? Déjà, dans ta question, il y a des éléments de réponse parce que la manière dont tu as orchestré les 3 enjeux de manière relativement hiérarchique, déjà, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que ces enjeux-là vont en entonnoir. C'est-à-dire ça démarre avec des enjeux business dont les conséquences seront RH et dont la formalisation sera IT. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Donc toujours se poser la première question de quels sont les enjeux de mon organisation. Et les enjeux des entreprises, ils sont plutôt variés. C'est pas du tout binaire. Ils peuvent aller de l'ordre de la complexité, on va dire, intrinsèque de l'organisation en elle-même. Est-ce qu'il y a des changements organisationnels pour une raison X ou Y? Ça peut être une internationalisation, par exemple, donc des entreprises qui justement aspirent à une croissance internationale et vont donc devoir diversifier leur population et donc potentiellement leur écosystème technologique. Donc on voit bien ces systèmes entonnoirs, internationalisation, population RH beaucoup plus diversifiée et donc une complexification des systèmes d'information. Ça peut être des croissances exponentielles, une planification de, par exemple, pour une entreprise un peu mid-market, 300 salariés supplémentaires d'ici les 2-3 prochaines années. Et ça peut être aussi des enjeux de diversification d'activités. On peut être une boîte franco-française et avoir, par exemple, différentes business units. Donc, ça peut être une division sur telle activité, une autre division sur telle activité. Donc, les enjeux business sont vraiment variés. Et comme j'ai expliqué, les conséquences vont être au niveau des ressources humaines parce qu'il va y avoir des nouvelles populations à gérer. Et par conséquent, ça va créer un nouveau casse-tête d'un point de vue IT parce que qui dit population supplémentaire à gérer, dit répertoire de données collaborateurs supplémentaires à gérer, réglementaires supplémentaires à gérer lorsqu'on est à l'international, processus RH à gérer et à automatiser sur des populations différentes ou des géographies différentes. Donc, j'insiste vraiment sur cet aspect entonnoir. Et encore une fois, les enjeux peuvent être extrêmement diversifiés selon la nature de l'entreprise et sa stratégie. Damien, si on prend un exemple un peu concret, on sait que là, les stratégies, les entreprises sont vraiment dans une logique data-driven. Comment le core HR permet vraiment de projeter les besoins futurs? Tu as parlé tout à l'heure, tu as donné en exemple la masse salariale, mais on peut penser aussi à la gestion des compétences. Concrètement, ça se passe comment? En fait, et c'est ce qu'expliquait aussi Mohamed en parlant de la paye tout à l'heure, c'est le core RH, il a vocation quand même à déplacer le barycentre finalement de la donnée. Aujourd'hui, enfin, avant il était en paye, le core RH a vocation effectivement à centraliser toute la donnée dans un module central qui va alimenter ou qui peut être alimenté, et ça c'est toute la discussion qu'on peut avoir aujourd'hui, mais qui va en tout cas alimenter un ensemble de solutions. Donc ça va être effectivement, quand on dit data-driven, sur des enjeux RH, ça va être se dire à un moment donné, j'ai accès à l'ensemble des données collaborateurs dans un outil unique, qu'elle soit effectivement de son cycle de vie, de son historique au sein de l'entreprise, ne serait-ce que date d'entrée, date d'ancienneté, et puis tous les postes occupés à un moment donné dans l'entreprise, comme les compétences, mais ça peut être aussi l'identité digitale lorsqu'on se lie effectivement à l'IAM, donc les outils IT qui servent effectivement à gérer les accès et l'identité digitale en gérant les entrées-sorties. Comme effectivement des outils de paye, où là, effectivement, on aura tous les éléments de masse salariale. Comme des outils de reporting plus globaux, où on va se dire, on veut croiser effectivement les données RH avec d'autres données financières, par exemple. Donc c'est vraiment se dire, avant, la donnée était côté paye, et elle servait à la paye. Maintenant, cette donnée RH, elle peut être utile à d'autres processus, et comment on centralise et comment on croise ces données via un corps RH. Alors, on avait évoqué lors de la préparation les défis pour les départements IT qui sont aussi finalement de simplifier un peu cette architecture IT et du coup d'aller vers l'adoption de modèles hybrides. Vous noterez la transition magnifique. Extrêmement subtil d'ailleurs. Voilà. C'est quoi un modèle hybride dans l'architecture d'un core HR? Qui veut répondre, Mohamed?
Je peux me lancer, pas de problème. Et je vais essayer de faire une transition néanmoins un peu plus subtile pour le coup. L'hybridité du core HR, elle vient des 2 points dont on a discuté jusqu'à présent, à savoir ce fameux entonnoir entre les enjeux business dont les conséquences vont être RH et la finalité sera IT, et les enjeux que Damien vient de mentionner en termes de traitement de la donnée, d'exploitation de la donnée à des fins métiers purs. Donc, ce qu'on a observé, c'est que les enjeux business sont donc extrêmement diversifiés, mais les entreprises en France sont extrêmement diversifiées aussi. Par exemple, 99% des entreprises françaises sont franco-françaises. 1% des entreprises françaises sont multinationales. Dans les multinationales, on va avoir des entreprises qui vont avoir une taille, on va dire, plutôt moyenne, avec 20% de leur population à l'international et 80% de leur population en France. On va avoir d'autres entreprises internationales qui vont avoir 76% de leur population à l'international. Et ça, c'est des données de l'INSEE qui datent de 2021, si je ne dis pas de bêtises. Mon point, c'est qu'on est face à une hétérogénéité des entreprises qui est complètement importante. Donc, le core HR ne peut pas être binaire. Ça ne peut pas simplement être maître ou esclave, étant donné l'hétérogénéité des enjeux business, de la typologie des entreprises, de la différence de population, et comme Damien l'a mentionné, de la diversité des systèmes d'information qui vont être implémentés, de la manière dont la donnée va être exploitée. Donc, le core HR hybride, en fait, il a pour vocation d'avoir un entre-deux entre la notion de maître et la notion d'esclave. Parce que la paye française est extrêmement compliquée, c'est la paye la plus compliquée au monde. Jouer avec la donnée DSN, entre guillemets, peut paraître risqué. Donc, si je reviens sur ma petite statistique de l'INSEE, 99% des entreprises en France sont franco-françaises et donc vont avoir des enjeux stratégiques au niveau de la gestion de la paie et de sa conformité. Et pour les 1% restants, on a quand même une grosse portion des entreprises qui n'ont que 20% de leur population à l'international. Donc, par défaut, la centralisation de la donnée collaborateur n'est pas toujours une vérité. Et ce n'est pas toujours et forcément la bonne option parce que hétérogénéité organisationnelle, complexité des besoins RH et donc complexité de la donnée. Donc, le core HR hybride, lui, il a vocation à conserver le meilleur de tous les mondes, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas forcément disrupter les enjeux IT d'architecture de données, c'est-à-dire on ne veut pas forcément faire en sorte que la paye ne soit plus maître dans le cas des 99% des entreprises françaises, ou alors on ne veut pas non plus que la paye ne soit plus maître sur les entreprises qui ont seulement 20% de leur population à l'international. Parce que justement, quand tu as une petite portion de ta population à l'étranger, tu as forcément un système de paye ou à minima ce qu'on appelle un employer of record, qui est un service qui va justement ouvrir une entité légale pour permettre une internationalisation plus soft, entre guillemets, pour une entreprise locale. Donc, on ne va pas prendre le risque de nécessairement tout centraliser et aller sur des projets plutôt coûteux et plutôt complexes de centralisation via un core HR unique. Donc, l'hybride va avoir son rôle à jouer, entre guillemets, dans des cas de figure qui ne sont pas forcément binaires. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est à peu près comme ça qu'on le voit. C'est trouver le meilleur des deux mondes sans forcément disrupter l'écosystème et l'architecture de données qui est en place. Alors, qui est maître, du coup? Si je peux qui est maître de la data, en fait. Je peux peut-être compléter, Christophe, du coup, mais c'est... en fait, je pense que déjà, il y a la notion d'esclave et maître. Hein, quand on parle d'esclave et maître, c'est de dire quelle est la solution où on entre la donnée en premier et où est-ce qu'elle est après répétée, répliquée. Donc, maître, c'est bien la solution dans laquelle on va entrer la donnée en premier. Et donc, du coup, l'hybridité, effectivement, pour compléter ce que disait Mohamed, elle a deux dimensions. Elle a une dimension d'abord organisationnelle. C'est-à-dire, est-ce que pour certaines entités, certains pays, on a intérêt à être maître ou à être esclave? Si vous êtes déjà bien outillé, que vous avez déjà effectivement de gros volumes, des enjeux sur la paye, effectivement, ça peut être esclave. À l'inverse, si vous avez des petites entités qui n'ont pas du tout de gestion administrative parce que la paie est externalisée dans un cabinet comptable ou autre, et que donc, du coup, vous dépendez de ce cabinet comptable pour à chaque fois extraire vos données, faire vos reportings, etc., là, vous avez plutôt tendance à se dire, bon, ça serait bien que ça soit maître avec un reporting que j'envoie directement depuis le corps RH vers mon cabinet comptable. Donc ça, c'est la dimension organisationnelle. Et la deuxième dimension, elle est sur les champs de données, finalement, ou sur les processus associés. Et du coup, c'est de se dire, est-ce qu'effectivement, j'ai intérêt à être maître sur certaines données, et notamment si on se pose la question de l'identité digitale, effectivement, être maître sur de la donnée assez simple de nom, prénom, manager, poste,
Fonction, ça peut être utile pour créer l'identité digitale. Organisation, ça peut être utile pour créer l'identité digitale. À l'inverse, peut-être que d'autres données plus complexes et qui sont plus difficiles à obtenir, il y a plus intérêt que ça soit en paye. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Il faut savoir que quand vous mettez en place un corps RH, mettre sur une paye, il y a plein d'intérêts à l'avoir. Hein. Mais le risque associé, c'est quand même que vous allez devoir détourer la gestion administrative et vous dire vous allez devoir revoir vos processus, effectivement, de saisie de la donnée à la fois de ce que vous faites dans le corps RH, à la fois de ce que vous faites en paye. Donc, c'est quand même, il y a une logique de transformation aussi. Ce n'est pas simplement technique. Si vous décidez d'avoir le corps RH mettre sur la paye, il y a aussi une transformation à un moment donné de votre organisation. Donc, ça va vraiment dépendre d'un ensemble d'enjeux. Et j'espère avoir complété cette notion d'hybridité avec les deux dimensions, à la fois organisationnelle et à la fois, effectivement, plutôt sur le champ des possibles en termes de données, en fait. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un modèle qui offre plus de souplesse, aussi bien dans le niveau de l'architecture IT que sur la capacité des entreprises. Je ne sais pas, le meilleur exemple, c'est un rachat de PME, j'intègre ces systèmes. Si la paye est mettre chez moi, on sait que ça va être, entre guillemets, quand même un sacré chantier à migrer la paye en urgence pour récupérer tout dans le système. L'avantage d'avoir ce core HR un peu hybride, c'est que tu peux très bien te dire, OK, je touche pas au SI en place qu'on a acheté et je prends le temps via ce modèle de réfléchir à un schéma directeur futur. Ça m'offre aussi plus de temps et de latitude. Ça offre plus de temps et de latitude. Ça ne dédouane pas, par contre, d'avoir effectivement un travail sur des référentiels communs pour pouvoir exploiter cette donnée. Parce qu'effectivement, si on veut exploiter la donnée locale, il faut qu'il y ait des référentiels communs, si on est en centrale, pour pouvoir comparer cette donnée. Donc, ça ne dédouane pas de ça. En revanche, c'est moins perturbant, plus rapide à mettre en œuvre, puisqu'on parle d'un projet, effectivement, de conduite du changement plus léger. On est sur un projet plus technique de dire on met l'interface avec la paye locale en esclave et derrière, on aligne les référentiels, mais on n'est pas obligé de faire de la reprise de données. On a moins de change pour les équipes qui s'occupent de la paye et on a quand même la capacité à exploiter cette donnée au niveau central et de donner accès aussi aux managers et aux collaborateurs si nécessaire. Et pour compléter, Damien, par rapport à l'hybridité de la donnée, c'est aussi intéressant d'évoquer la nature de la donnée qui va, entre guillemets, tirer profit de cette hybridité. Les logiciels de paye, by design, ne gèrent que de la donnée DSL. En tout cas, de la donnée qui permet justement de créer, de calculer, de contrôler la paye. Quand on veut harmoniser des processus RH sur des structures organisationnelles plus complexes, quand on veut juste faire un grand saut vers une suite HCM qui permettrait d'automatiser beaucoup de processus RH, du recrutement jusqu'à la formation, l'hybridité ne dénature en aucun cas l'aspect maître de la donnée de la paye, mais permet de garder en maître les données qui ne sont pas liées à la paye. Donc tout ce qui est lié à la donnée de la gestion de compétences, les référentiels d'emploi, les référentiels de compétences, les données de formation, les données de révision salariale, les données de performance, etc. etc. Donc ça permet justement d'avoir, de par cette hybridité, une diversification plus large de la donnée en maître dans différents systèmes. Et des systèmes qui ont, entre guillemets, vocation à gérer ces mêmes données. La paye pour la paye, la RH pour la RH. Et la paye sera en maître sur la paye, et la RH sera maître sur la donnée RH. Et ça donne aussi cette flexibilité, justement, sur l'utilisation plus étendue de la donnée que ce que peut proposer un système de paye. Oui. Là, le petit sondage, les personnes qui nous suivent ce matin, majoritairement, le master, ça reste la paye, puis certains ont un core HR en place. Certains utilisent aussi la solution de talent management. Ça me paraît un peu plus acrobatique. Il y avait une question d'Olivier qui disait « L'expérience prouve qu'un modèle data-centrique dialoguant avec des applicatifs différents est difficile à mettre en place. Partagez-vous ce constat ?» Data-centric, ça veut dire core RH mettre sur la paye, c'est ça qu'on veut dire? On a la question. Ouais. Olivier? On va partir du principe que oui. Oui. Donc, oui, ce sont des projets lourds, pas impossibles, mais ce sont des projets lourds, effectivement, à mettre en place parce que
il nécessite beaucoup d'éléments. D'abord, effectivement, l'alignement des référentiels, mais ça, on le retrouvera aussi dans Desclave. Ensuite, il nécessite de gros efforts en général. Là où il y a de gros efforts et là où il y a le plus gros risque, c'est sur la qualité de données et la reprise de données. Puisqu'effectivement, lorsque Ah non, Olivier nous dit, cela veut dire que le Core HR est une base de données indépendante, mais distincte de la paye. Oui, c'est ça, encore Oui, HR maître. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, ça veut dire, pour être maître aussi, avoir une reprise de données importante. Alors, je ne parle même pas d'historique. Je parle juste des données actuelles des collaborateurs. Ça veut dire, effectivement, qu'il y a un socle de données important à reprendre, là où l'hybride, effectivement, permet de définir plus facilement ce qu'on veut, effectivement, en termes de données et champs de données en fonction des enjeux et des cas d'usage qu'on veut avoir. Effectivement, mettre sur la paye, ça veut dire qu'on va devoir bien se poser la question du modèle de données, faire de la reprise de données et se dire qu'on aura de la donnée dans le corps RH et de la donnée complémentaire en paye. Voir si on ne met pas en place effectivement les interfaces, parce que souvent, ce qui se passe dans les projets corps RH, c'est qu'on va aller interfacer le corps RH sur les gros pays au départ, et les autres pays, effectivement, vont être quand même dans un système de double saisie sur la base de report, etc., le temps que les interfaces se mettent au fur et à mesure pour les autres pays. Donc oui, ce sont des projets lourds à mettre en place, et il y a aussi la conduite du changement, comme je l'évoquais, parce qu'en fait, on détourne les activités. C'est-à-dire que, est-ce que c'est vraiment mon gestionnaire de paye dans le corps RH qui va les renseigner, ou est-ce que c'est pour partie mon responsable recrutement qui va aller, ou mes acteurs du recrutement, qui vont d'abord gérer la demande de poste associée et puis le candidat, et donc récupérer les données candidats pour les saisir. Et ensuite, ça revient, il y a l'embauche, et puis une partie de l'embauche est gérée par le responsable recrutement, l'autre par le gestionnaire administratif ou paye. Et à quel endroit je le fais? Est-ce que je le fais dans le corps RH ou en paye? Enfin, oui, ça pose énormément de questions organisationnelles aussi. Donc, ce sont des projets lourds de transformation. Voilà. Qui sont souvent minimisés par les équipes RH parce qu'elles n'ont pas du tout cette vision. Et comme tu l'as dit, on est très segmenté. Le recrutement va gérer sa partie ATS, la formation va gérer sa brique LMS et autres, la paye va gérer la paye. Et finalement, c'est assez difficile pour eux d'avoir une conception plus globale, même en termes de projection, en termes de modification des process. C'est souvent là où il y a un risque dans les projets. Même en termes de livrables futurs, en fait. Souvent, tu arrives en prod et tu te dis on ne voyait pas ça comme ça. On n'avait pas pensé à ça. C'est vrai que l'idée est alléchante sur le papier. Quand on dit qu'on centralise l'ensemble des processus administratifs RH sur un seul système, sur papier, ça donne envie. Après, effectivement, comme Damien l'a mentionné, c'est une vraie conduite du changement, mais c'est aussi un parti pris stratégique qui doit être mûrement réfléchi. Parce que se découdre, entre guillemets, d'un corps HR maître centralisé sur l'ensemble des populations, c'est très compliqué, voire impossible. Donc, c'est généralement quasiment de l'aller sans retour. Donc, ça demande quand même un certain niveau de réflexion, beaucoup de changements, beaucoup d'engagement en termes d'architecture de données, de processus RH. Donc, l'idée paraît alléchante parce que très simpliste. C'est un système one size fits all. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et découdre le tout, si jamais ça tourne au vinaigre, c'est tout aussi compliqué. C'est pour ça qu'il y a des boîtes comme Conviction RH pour les aider à se dépatouiller. Non, je dis ça en plus, c'est clairement une réalité parce que là, il y a Virginie qui nous dit exactement les RH minimisent la complexité. C'est pas qu'ils minimisent en fait, c'est que bien souvent ils ne la comprennent pas parce que c'est pas leur job au départ. C'est pas inné pour un RH. Là, depuis tout à l'heure, tu emploies, Mohamed, des termes très techniques. Je suis sûr qu'il y a, sur une centaine de participants, il y en a la moitié qui ne comprennent pas certaines terminologies et personne ne va le dire. Et on est aussi confronté à ça, tu vois. On ne parle pas tous le même langage en entreprise. L'IT a son langage, le DAF a son langage, etc. Et je pense qu'il y a besoin de vraiment clarifier ces sujets auprès des RH et de les faire accompagner pour mener à bien ces projets. Il y a deux choses. Il y a d'abord comprendre ce que ça veut dire et quelles sont toutes les dimensions d'un tel projet. Et ça, c'est pas forcément simple au départ quand on l'a jamais fait. Et de se dire vraiment toutes les dimensions. On a parlé du change, on a parlé de la donnée, on a parlé des interfaces, on a parlé des processus, des référentiels. C'est vraiment tout ça sur lequel il faut travailler. Et le deuxième, c'est il y a une charge de travail associée qui est importante. Et donc, du coup, effectivement, c'est aussi la capacité à faire, finalement,
au-delà de la connaissance, je dirais juste en temps matériel. Voilà. Donc, Et en oui, ressources internes et en organisation et en gestion de projet interne. Après, je vois le message de Steve qui affirme se mettre au travail pour se mettre à niveau. Je pense que je suis plutôt optimiste dans cette perspective-là parce qu'on voit de plus en plus dans les entreprises des directeurs des systèmes d'information RH ou des chefs de projet SIRH. C'est des postes qu'on ne voyait pas forcément auparavant. Donc les entreprises sont en train de prendre conscience que le SIRH, c'est pas simplement une technologie pour gérer de l'administratif, c'est des vrais projets IT, c'est des vrais projets techniques, c'est des projets qui sont lourds, c'est des projets qui sont dispendieux et c'est des projets qui demandent énormément de ressources en interne. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qui est de plus en plus importante auprès des entreprises et plus forcément qu'auprès des grandes entreprises. Parce qu'avant, c'était un problème de grosses boîtes. Aujourd'hui, on le voit sur des entreprises de 1000, 1500, 2000 salariés qui se retrouvent avec des problématiques d'architecture de données, des problématiques on va dire, lever le capot pour voir ce qui se passe sous le SIRH et voir l'étendue du projet qui est de plus en plus démocratisé. Ouais, il y a Solange qui te répond, qui dit oui, des ETI, bah, je dirais plutôt pas forcément. Il y a aussi des PME. Hein. Moi, j'ai été responsable SIRH chez Kimberly-Clark il y a 15 ans. Kimberly-Clark, c'était quoi, 800 salariés à l'époque. Mais il y avait une vraie problématique de décentralisation des outils dans les usines, etc. Donc ça justifiait une partie de mon job, effectivement, parce que historiquement, les responsables SIRH, c'est les responsables paye, hein, à qui on a donné une brique supplémentaire en se disant, bah, tu sais faire de la paye, tu vas savoir faire du SIRH, alors que rien à voir. Ouais. Surtout que la paye, c'est déjà suffisamment complexe à gérer. Donc oui, aujourd'hui, il y a plus de jobs vraiment dédiés SIRH au sein des directions des ressources humaines. Oui, et ça me fait penser à quelque chose là, dans nos échanges. On a parlé du projet. Je pense qu'il faut se poser aussi la question dans les enjeux de ce qu'on veut faire en termes d'organisation justement SIRH en run. C'est-à-dire que mettre en place un corps RH, mettre sur des pays locales, ça veut dire se poser la question d'un centre d'expertise en centrale capable de maintenir cette solution et de faire le lien avec les pays, notamment sur tout ce qui est alignement des référentiels, mise à jour des référentiels, mise à jour des interfaces, etc. Donc ça aussi, ça à prendre en compte. Lorsque vous êtes effectivement dans un modèle hybride, la charge quand même, puisque normalement, quand on est maître, quand on reçoit et qu'on est esclave, on attend un modèle de données. Donc ça veut dire qu'effectivement, en étant hybride et en étant esclave, c'est localement, finalement, qu'on va devoir envoyer la donnée telle qu'elle est attendue par le corps RH. Lorsqu'on est maître, effectivement, via le corps RH est maître sur la paye, c'est lui qui doit effectivement sortir la donnée telle qu'attendue en paye. Donc, du coup, ça déplace aussi la compétence et la charge de travail du local au central en fonction de l'option qu'on choisit, maître ou esclave. Ouais, si on l'a pas dit 100 fois, maître ou esclave dans ce webinaire, je vais pouvoir utiliser une IA avec vos visages pour reformuler tout ça. Bah, déjà, les terminologies, tu vois, non mais c'est important, ne sont pas du tout RH. Hein. Tu parles de maître, esclave, ça parle pas à un RH. On est à milliers. J'ai essayé de le vulgariser un peu. Est-ce que j'ai été clair quand je suis revenu sur cette... Ouais, après, je vois dans le chat pas mal de questions sur est-ce qu'on a un glossaire technique sur toutes ces terminologies, etc. Je pense que ça peut se faire, en tout cas côté Cegid, on peut très bien imaginer bâtir un glossaire en ligne pour justement continuer à démocratiser ces discussions-là. Mais je pense que je suis assez optimiste sur le sujet parce qu'on sent une véritable appétence sur l'aspect technique du SIRH. Chose qui n'existait pas forcément, je pense, avant Covid. On était beaucoup sur des approches métiers et moins sur des approches techniques. Et ce qui est dommage, parce que quand on parle d'une suite SIRH, notamment les suites HCM entre guillemets traditionnelles, chez nous, Cegid HR, on prend n'importe quelle autre suite HCM du marché, tout passe par le core HR de toute manière. La première équation qu'il faut résoudre, c'est celle du core HR. Avant de même parler du recrutement, de la gestion des talents, de la formation, la porte d'entrée, c'est le core HR. Et je trouve quand même saisissant que ces discussions techniques sont entre guillemets un peu passées à la trappe, alors qu'elles sont vraiment le point d'entrée d'un projet SIRH finalement.
Donc, je pense qu'il y a une vraie appétence à la démocratisation de ces discussions-là, une montée en puissance de la fonction RH sur les aspects techniques. Mais je suis quand même positif et plutôt optimiste sur cette montée en puissance-là parce qu'il y a une sorte de prise de conscience que le corps HR n'est plus binaire et que potentiellement l'hybride peut être une solution plus adaptée à quasiment une majorité des entreprises en France, comme je l'ai expliqué au départ. Et alors, pour réagir par rapport à la question effectivement de la fiche synthétique, chez Connexion RH, on a ce qu'on appelle les essentiels corps RH qu'on utilise pour partager auprès de nos consultants, mais aussi auprès de clients ou prospects pour leur expliquer ce qu'est une démarche corps RH. Je ne peux pas le partager en live à tout le monde comme ça. En revanche, je serais ravi de répondre aux questions si nécessaire, lors d'un call dédié. Est-ce qu'il y avait d'autres questions autour des sujets qu'on a évoqués? Non, il y a des quelques commentaires, mais... Je vois une question plutôt intéressante de Solange qui parle de l'articulation avec la DSI. Je ne sais pas ce que tu en penses, Damien, mais pour moi, cette question, elle est vraiment intéressante parce que j'évoquais la présence plus accrue de chefs de projet SIRH, l'articulation avec la DSI. Du coup, je te pose la question à toi, Damien. Comment est-ce que tu l'aperçois? Moi, j'ai ma petite vision là-dessus. L'articulation avec la DSI sur ce type de projet, même en run, est essentielle. Le rôle, après, tout dépend de comment vous êtes organisé. En général, la chefferie de projet sur les solutions SaaS, puisqu'on parle quand même de solutions SaaS, est passée de la DSI à la DRH. Donc, du coup, c'est généralement la DRH qui doit mener le projet, accompagné ou pas, mais qui doit mener le projet. En revanche, la relation à la DSI est très importante parce que, il faut bien définir cette architecture. Et comment le corps RH va nourrir ou être nourri par les autres solutions. De toute façon, à un moment donné, il va nourrir d'autres solutions aussi. C'est forcé, mais il peut être esclave de la paie, ce qu'on évoquait. Donc, du coup, comment il va nourrir ces solutions et notamment comment on va gérer un des points clés quand même, et c'est l'intérêt de mettre en place un corps RH, notamment pour la DSI, c'est comment on va gérer les entrées-sorties. Parce qu'un corps RH permet quand même de mieux gérer les entrées-sorties et du coup de se poser la question derrière de l'identité digitale, comme je le disais. Et il y a bon nombre d'entreprises aujourd'hui qui ont des comptes Outlook ou Office 360 sur des gens qui sont partis depuis 6 mois. Et ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Donc voilà, du coup, l'articulation, elle est clé là-dessus. Elle est clé sur l'interfaçage, sur l'architecture, sur le mapping de données et sur la gestion pour moi de 2 événements de carrière clés qui sont l'entrée-sortie. Même si les changements au milieu sont aussi clés, notamment pour la limitation de l'AD, mais déjà l'entrée-sortie est assez clé. Donc je dirais que elle est constante, l'articulation avec la DSI, et on ne peut pas se passer de la DSI pour ce type de projet. Et la deuxième chose, c'est que les DSI sont quand même plus habitués à gérer des projets IT que les DRH, même si la fonction RH s'habitue. Maintenant, ça fait quelques années qu'on a des projets SIRH, donc cette fonction RH se professionnalise sur la gestion de projets SI. Mais les DSI aujourd'hui sont quand même encore plus matures que les DRH sur de la gestion de projet IT. Et c'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, c'est un fait, c'est leur métier. Aujourd'hui, c'est une grosse partie de leur métier de la DSI. Et d'ailleurs, on voit une transformation du métier de la DSI aussi, qui passe du développeur à chef de projet, avec l'avènement des solutions SaaS. Donc voilà, cette articulation, elle est clé. Elle est vraiment. C'est intéressant ça, Damien, parce que j'avais la discussion il n'y a pas longtemps sur cette problématique de posture de gestion de projet. Et on se posait la question, mais est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à envoyer les RH en formation à la gestion de projet avant même de démarrer un projet SIRH? Parce que dans la fonction RH, tu ne fais jamais réellement de projet au sens IT. Tu n'es jamais dans ce mode gestion de projet. Tu vois, tu gères des projets de développement RH, etc. Mais ce n'est pas du tout la même façon d'aborder et d'adresser les projets. Est-ce qu'il ne faudrait pas carrément les former à un moment donné en avance de phase? Si, je pense qu'il y a des entreprises qui le font. Moi, je pense que ça va dépendre vraiment de la solution aussi que vous allez mettre en place, parce qu'il y a des méthodologies complètement différentes en fonction des solutions. Et donc, du coup, il y a une formation à avoir sur la gestion de projet en tant que telle. Mais je pense même en fait, nous, ce qu'on aime mettre en place, c'est vraiment des kits au démarrage. C'est-à-dire, c'est quoi la méthodologie de l'éditeur, voire de l'intégrateur s'il y a un intégrateur. C'est quoi le vocabulaire associé, parce qu'effectivement, suivant les éditeurs, il évolue. Et c'est quoi la méthodologie projet qu'on met en place, la gouvernance. Donc, je dirais que
Une formation générique à la gestion de projet, je ne suis pas sûr. Une formation spécifique sur mesure au regard du projet à mettre en place, de l'organisation, de la gouvernance et du rôle de chacun des acteurs et ce qui va être attendu, oui, en amont et dans le cadrage, ce qui est souvent un peu bâclé. Ouais, c'est généralement ce qui fait capoter, entre guillemets, beaucoup de projets, hein. Justement, la compréhension de la charge, de l'organisation de projet, de la méthodologie projet, parce que selon les entreprises, il y en a qui vont être plus à l'aise avec des méthodologies en V, d'autres qui vont être sur de l'agile, etc. Donc, quand on arrive et qu'on n'est pas conscient de ces nuances-là en tant qu'RH, on se dit, quand est-ce que je vais mener ma campagne d'évaluation ma campagne d'évaluation de la performance? Il y a une sorte de décalage entre les prérequis techniques et les prérequis projets et ce que ça implique, et les attentes métiers, avec notamment les échéances RH qui sont finalement indéboulonnables dans certains cas. Ah oui. Donc, c'est vrai que la formation et l'évangélisation, entre guillemets, sur la complexité ou la non-complexité, hein, ça peut arriver, du projet est absolument essentiel. Et je dirais du run aussi, parce que le mode SaaS, il ne faut pas oublier que le mode SaaS, c'est quelque chose qui a vocation à évoluer. Et je pense qu'il y a ça aussi. Quand on n'est pas familiarisé avec ça et qu'on est côté RH, et je le comprends, signer un PV de recette alors que je vois encore des choses qui ne me vont pas, je comprends que ça fasse peur. Mais il y a aussi ça, il y a former à la gestion de projet, former à l'outil et se rendre compte aussi, finalement, définir assez rapidement quels vont être les rôles et responsabilités en run aussi. Parce que le run, c'est plus juste du support, en fait, utilisateur. Le run, c'est de l'administration, c'est de la maintenance évolutive, c'est de l'amélioration de mes processus. Et ça, souvent, cette crainte-là ou cette non-compréhension que je pourrais faire évoluer la solution a posteriori, c'est souvent un frein et un ralentisseur en fait au delivery du projet initial. En fait. Donc voilà, oui, pour moi c'est essentiel. Après, il n'y a pas toujours les moyens de le faire, budgétairement parlant. Il n'y a pas toujours, il y a pas toujours moyen de le faire, mais pour moi c'est essentiel dans la phase de cadrage. On va conclure sur le sujet le plus récurrent depuis 2 ans, c'est l'IA, sur l'impact que ça va avoir. Et quand on part déjà du constat aujourd'hui que, là on a évoqué le core HR, mais plus globalement la qualité des données RH, on sait qu'aujourd'hui les data RH ne sont pas toujours d'une grande fiabilité. C'est déjà une grande complexité de s'amuser à faire des tables de correspondance d'un système à un autre pour alimenter un core HR dans un sens ou dans l'autre. J'aimerais qu'on évoque ce sujet déjà, qualité des data RH, presque rappeler qu'en fait, on peut oublier l'IA si la qualité des data au départ n'est pas au rendez-vous, Mohamed. L'oublier, peut-être pas, mais en tout cas, effectivement, on met une croix sur pas mal de cas d'usage intéressants parce que l'IA générative ne génère rien sans données. Voilà, effectivement, s'il n'y a pas la donnée ou si celle-ci n'est pas propre, ça ne marche pas. Donc, effectivement, on va dire la consolidation de la donnée, son traitement et la qualité de celle-ci est une condition quasi sine qua non à l'exploitation du potentiel de l'IA. Par exemple, sur CJDHR, je pense que vous avez compris que nous, on positionne notre core HR comme un core HR hybride parce qu'on a compris justement cette complexité-là de l'équipement des entreprises françaises et même à l'international. Mais c'est important d'avoir dans le core HR un repository de données pour exploiter derrière l'IA. Par exemple, on est en train de travailler sur un data warehouse qui va justement consolider aussi bien les données qui seront maîtres dans notre core HR ou les données qui sont maîtres ailleurs et faire en sorte de rapatrier ces données dans un data warehouse unique qui va derrière alimenter l'IA et IA qui va permettre un certain nombre de requêtes, donc sous la forme d'un prompt, pour générer des rapports, générer des analyses, etc. etc. Donc effectivement, l'architecture de données est une condition à l'exploitation du maximum du potentiel de l'IA. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que historiquement, bon là, on tourne une page quelque part sur le positionnement de Cegid aussi en matière de core HR. Oui. Si tu reviens ne serait-ce que 5 ans en arrière, Talentsoft pouvait être proposé en core HR comme la paye chez Cegid pouvait être proposée en core HR dans des schémas directeurs. Donc c'est bien important de comprendre qu'aujourd'hui, il y a un basculement aussi, et ça, c'est peut-être pas évident pour les gens qui nous écoutent, de se dire, tiens, même les éditeurs,
se disent « Ah non, on va changer le mode opératoire ». Absolument, absolument. Bon, après, il y a 5 ans, Talentsoft n'était pas sous le contrôle, enfin, c'était pas Cegid encore. Oui, non, mais tu m'as compris. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les suites HCM, entre guillemets, voulaient la gouvernance de la donnée, la donnée en maître. Les gestionnaires, enfin, les solutions de paye voulaient la donnée en maître. Là, aujourd'hui, c'est pour ça que je disais que c'est plus aussi binaire. Les éditeurs sont conscients que la donnée est complexe, la gouvernance de la donnée est complexe et les architectures sont complexes également. En tout cas, chez Cegid, le parti pris qu'on a, c'est de disrupter au minimum les écosystèmes en place et de permettre justement une architecture de données qui soit saine, qui permette une exploitation de la donnée à des fins analytiques, qui ne bouscule pas radicalement les processus métiers et techniques en place, mais en parallèle offrir tous les avantages entre guillemets d'une consolidation de la donnée et de son exploitation. Pour revenir sur la partie, si je peux me permettre, de qualité de données, effectivement, et IA, en fait, l'IA peut aussi permettre d'améliorer la qualité de données. Quand on parle de qualité de données, en fait, on parle de plusieurs dimensions. On parle de l'exhaustivité de la donnée. Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'on a une donnée sur chaque champ? Après, on parle de la cohérence de la donnée. Et après, on parle effectivement de la véracité de la donnée. La véracité de la donnée, l'IA ne pourra jamais le faire à un moment donné s'il n'a pas les inputs. En revanche, l'exhaustivité et la cohérence de la donnée, ça, on peut très facilement créer des règles de gestion qui permettent de contrôler cette donnée. Donc, je pense que l'IA, effectivement, a vocation générative, a vocation à exploiter cette donnée, mais elle a aussi vocation à aider à contrôler la qualité de cette donnée. Et je pense que c'est là où ça peut avoir, on va attendre dans les prochaines releases, dans les prochaines années, les éditeurs pour aider effectivement les RH à contrôler cette donnée, voilà, contrôler cette donnée. Et ce qu'on peut voir aussi de plus en plus, alors c'est pas de l'IA, mais ça s'en approche, c'est tout ce qui est RPA. Il y a aussi aujourd'hui quand même des solutions connexes, hein, c'est pas intégré dans les corps RH, mais je pense que plus ça va aller, plus ça va être intégré, et ça, je laisserai parler. En tout cas, nous, on s'engage à le faire, si tu peux. Voilà. Avec le RPA, on reconnaître de la donnée sur une carte d'identité ou sur un passeport pour pouvoir la saisir à la place des acteurs RH. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui complètent leur corps RH avec cette typologie d'outils. Ouais, je parle de la partie gestion administrative. Hein. L'IA va plus loin que la gestion administrative, mais ne serait-ce que sur la gestion administrative, on a quand même des apports aussi pour améliorer la qualité de données et puis être moins dans la saisie et plus dans l'exploitation. Et c'est intéressant que tu parles de la qualité de données parce que ce qu'on a aussi ambition de faire au-delà du data warehouse, c'est de créer un outil d'audit de la donnée. Parce qu'il peut y avoir des erreurs dans les saisies, mais il peut y avoir aussi des trous dans la raquette sur le dossier collaborateur notamment. Donc, l'outil d'auditeur de données qu'on veut faire sur 2025, il va permettre justement d'effectuer ces contrôles en amont de la consolidation dans le data warehouse. Parce qu'on peut très bien avoir un data warehouse avec de la donnée un peu, moi j'appelle ça des données milkshake, c'est-à-dire toutes mélangées et pas forcément organisées proprement. Donc, l'idée, c'est de mettre une sorte de filtre entre les saisies de données et les récupérations de données via des interfaces ou des intégrations API, avoir cet auditeur entre les deux pour justement contrôler la qualité de la donnée et la complétion de cette donnée avant que celle-ci ne soit, on va dire, archivée, si on veut, dans le data warehouse pour exploitation via un outil d'intelligence artificielle ou tout simplement un outil de BI classique comme Power BI, Tableau, Excel, etc. Donc, cet auditeur de données, on est en train de travailler là-dessus. On veut le rendre disponible pour 2025 parce qu'effectivement, comme tu dis, Damien, c'est pas le tout de récupérer la donnée, mais il faut qu'elle soit qualitative aussi, il faut qu'elle soit propre, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Top. J'espère que ce webinaire vous a plu, intéressé. Il touche à sa fin. Est-ce que Damien, Mohamed, vous voulez donner un dernier conseil? J'aime bien le dernier commentaire aussi. Effectivement, le dernier conseil, c'est de poser les bonnes questions en fait. Et en tout cas, chez nous, et je pense que c'est pas Damien qui va me contredire en ce qui concerne poser les bonnes questions, mais je pense que c'est très important de bien orienter justement son projet SIRH sur la base de ces fameux 3 points que Damien a très justement mentionnés. Donc, les enjeux business dans un premier temps,
quels sont les enjeux RH qui vont en découler et enfin, quelles sont les conséquences IT. Et ce cheminement-là, pour moi, est absolument essentiel. Oui, ouais, bien dimensionner son projet. Effectivement, quels objectifs, enjeux, objectifs on poursuit pour avoir la bonne architecture. Si je ne souhaite pas transformer effectivement mes processus de gestion administrative et que je veux par contre pouvoir exploiter la donnée, voilà, ça n'a pas le même apport et je peux être effectivement être en esclave ou en hybride et puis aussi se poser la question des réalités, des différentes réalités au sein des entreprises multi-business ou multi-pays. Voilà, donc ça nécessite quand même de bien se connaître en interne, de bien se connaître en interne et de bien définir quelle est la trajectoire de mise en œuvre. Et elle peut être progressive aussi. Je pense qu'on n'a pas parlé de ça sur le modèle hybride, mais le corps RH, malgré tout, hein, malgré que ça soit maître sur la paye, malgré que ça soit lourd, etc., a vraiment des avantages aussi. Donc l'hybride peut aussi se dire, est-ce que c'est pas un chemin et est-ce que progressivement, je ne peux pas passer de l'esclave au maître via des solutions qui permettent l'hybridité. Donc voilà, c'est aussi ça, se dire j'ai des quick wins avec quelque chose d'esclave et puis petit à petit, je transforme en organisation pour être maître sur ma paye en fonction de mes cas d'usage prioritaires et de ma maturité et de mon évolution et de l'évolution de mon organisation. Ça marche, merci beaucoup. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez contacter Mohamed et Damien sur LinkedIn directement. Ils se feront un plaisir de vous répondre. Et ce webinaire, vous le retrouverez en replay dès demain matin sur MyRH Time. Merci, bonne journée. Merci à tous. Merci Mohamed, merci Damien. Merci à vous deux. Bonne journée. Allez, au revoir. Bonne journée. Au revoir.